Bonjour à toutes et à tous, merci d'être dans notre atelier aujourd'hui. Donc je me présente, tout d'abord je suis Nathalie Bessard, je suis pharmacienne à Saulieu. On a créé une association avec une maison de santé à Saulieu et je suis aussi vice-présidente d'un groupement de santé sur tout un territoire, on va vous montrer un petit peu après. Donc nous avons les deux cœurs de métier, travail en MSP et travail également sur le territoire en pôle de santé. Voilà, je vous présente. Je vous laisse présenter. Bonjour à tous. Donc moi je suis Marie-Fernande Gurdner, je suis coordinatrice administrative d'une maison de santé à Saulieu, donc en Côte d'Or, et je suis également coordinatrice sur le groupement des professionnels de santé, dont Madame Bessard est la présidente. Voilà. Il y a beaucoup de coordinateurs, coordinatrices administratives dans la salle ? D'accord, merci. Donc, nous avons le vaste sujet des nouveaux métiers. Alors, nous avons inventé un nouveau mode d'exercice, vous avez vu avec la plénière tout à l'heure. Nous sommes tous des libéraux, des professionnels de santé, des paramédicaux. Et en travaillant ensemble, du coup, on a créé aussi une façon de voir les choses et des nouveaux métiers. Comment mettre en exerce et comment travailler ensemble, c'est bien. Mais souvent, on a besoin d'aide. Et on a besoin aussi de personnes qui viennent en soutien de cet exercice coordonné. Donc ce sont nos nouveaux métiers. Donc pour vous situer un petit peu où on est, effectivement, nous sommes en Côte d'Or, donc en Bourgogne. Et la maison de santé de Saulieu, donc vous pouvez voir sur la carte, la MSP, et tout autour en vert, c'est là où le groupement de santé intervient. Dans l'historique, faire une maison de santé, ça prend du temps. Nous, on avait un portage en plus, on va dire, de bâtiments hospitaliers, ce qui fait que ça a mis un peu de temps à démarrer. Donc, on a eu l'idée de plutôt faire un groupement de santé pour commencer à travailler ensemble. Plusieurs professionnels avaient envie de travailler en exercice coordonné, mais n'avaient pas forcément la volonté de vouloir rentrer dans des murs. Et on n'avait pas non plus la possibilité de faire rentrer tout le monde dans les murs. Donc, cet exercice sur un territoire nous a permis pertinent et a permis de mettre en place plusieurs associations qui se sont regroupées pour créer le groupement professionnel du pays de santé d'Auxois-Morvan. Donc les nouveaux métiers. Les nouveaux métiers pour nous, il y a 3 niveaux. Il y a l'interprofessionnalité est créée, nous, un besoin de ces infirmières coordinatrices ou infirmiers coordinateurs d'appui. Je dirais souvent infirmière coordinatrice, je m'en excuse parce que nous, ce ne sont que des femmes. Moi, je suis infirmier. Oui, ça existe. J'en connais d'autres, dans d'autres groupements à côté de chez nous, ce sont des hommes, c'est très bien. Mais au départ, dans l'historique, et personnellement, ce sont souvent des femmes. Et la coordination administrative des maisons de santé, qui est un métier aussi qui s'est développé, qui s'est créé, avec un certain cahier des charges également. Dans le cadre d'un groupement de santé, nous avons aussi développé un cadre coordinateur ou directeur de groupement de santé. Donc c'est quelqu'un qui manage toute une équipe. Et entre autres, cette équipe, c'est les infirmières coordinatrices d'appui, parce que nous en avons plusieurs, et la coordination administrative, qui est donc portée, comme vous avez entendu Marie-Fernande tout à l'heure, qui a double étiquette, c'est-à-dire qu'elle est aussi bien sur une maison de santé que sur un pôle de santé. Alors nous avons commencé par infirmière, coordinateur d'appui, donc d'un groupement de professionnels de santé. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? À quoi il nous sert? Et comment on peut l'utiliser? Nous avons un patient qui, autour de lui, il y a toute une organisation des professionnels de santé. Il y a son environnement, son habitat, son environnement personnel, professionnel. Et tout ça fait que nous gravitons en ambulatoire tous autour de lui. Nous sommes assez corporatistes depuis plusieurs années. C'est que chacun travaille sa profession, est très compétent dans sa profession, mais souvent la communication ne se fait pas. Et pourtant, un patient, il vagabonde entre son infirmière libérale, entre son kiné, donc son médecin traitant évidemment, qui est le cœur de toute organisation de santé. Ça peut être des aides à domicile, ça peut être du social, c'est de la pharmacie, évidemment, avec les médicaments. Donc, suite à ce constat, on s'est dit comment apporter une efficience et comment notre exercice coordonné peut être au plus proche du patient avec nos actions, mais quand même
quelqu'un qui permet de faire ce lien entre les professionnels de santé ambulatoires. Effectivement, le patient, il va voir son médecin traitant. Donc c'est son premier échelon, il a un premier contact, il a un suivi, il a un vrai parcours de soins avec lui. Le deuxième niveau, c'est les soignants qui travaillent, qui décident de travailler ensemble. Il y a les maisons de santé qui se développent. On est dans un même bâtiment, on prend en charge un patient ensemble, on organise le soin, on se communique les informations, on travaille ensemble sur les problématiques de ce patient avec des PPS. Voilà, c'est le deuxième niveau d'action. Le troisième niveau d'action, c'est cette coordination d'appui territorial. Donc ces infirmières qui sont nées, qui se sont vues dans un nouveau métier, pour apporter une expertise au plus cœur du patient, c'est-à-dire à domicile, à savoir comment on peut apporter un meilleur soin, un meilleur suivi avec la connaissance de l'habitat du patient, son niveau social, ses problématiques et comment le système ambulatoire qui gravite autour de lui peut communiquer et trouver des solutions pour que ça marche et pour que cette personne soit mieux prise en charge. Donc l'infirmière coordinatrice, son poste a été décidé, nous on a décidé de prendre dans l'historique plutôt un poste d'infirmière, sachant que notre interlocuteur, il fallait quand même que ce soit un professionnel de santé. On est tous des professionnels de santé avec une terminologie, avec une expérience, et un administratif seul pour la coordination d'appui nous semblait difficile. Donc l'expérience souhaitée, c'était quand même une infirmière, expérience libérale ou hospitalière. De toute façon, tout le monde gravite en milieu hospitalier quand on est infirmière. Donc il y avait cette connaissance aussi lien ville-hôpital qui nous semblait très important. C'est des personnes qui vont au cœur, chez le patient. Donc il faut qu'ils dialoguent aussi avec les patients et la famille. Donc avec un dialogue souvent médical, mais aussi social très important. C'est des personnes qui doivent connaître énormément le territoire sur lequel elles travaillent, c'est-à-dire qu'on va mettre en exergue toute l'offre de soins qui est possible sur ce territoire. Donc il faut aussi qu'elles le connaissent, qu'elles sachent les possibilités, qu'on ait un cahier d'adresse et puis également des connaissances, quelles sont les possibilités pour tel patient. Il y a une capacité effectivement qu'on va développer, c'est la capacité d'écoute et d'analyse, puisque cette coordination d'appui va faire tout un bilan de coordination, qu'on vous montrera tout à l'heure, sur un critère qu'on a défini avec les professionnels de santé, afin de balayer large et de savoir le patient quelles sont ses problématiques, qu'elles soient médicales ou sociales, et comment apporter des solutions. Donc il y a une capacité de synthèse et aussi d'analyse et de trouver des solutions pour les professionnels de santé, entre autres le médecin traitant qui sera le référent de ce bilan. La gestion des conflits, évidemment, alors pas trop entre professionnels de santé, enfin en tout cas on l'espère, mais surtout des fois avec la famille ou les proches, ou même le patient lui-même. Parce que quand on décide de mettre en place, vous le savez tous, vous êtes tous professionnels de santé, quand on décide de mettre en place des éléments qui sont d'appui, on connaît de bienfaits pour le patient, ils sont parfois refusés ou pas acceptés. Donc il faut aussi apprendre à accepter l'échec, tout simplement, mais accepter aussi d'écouter les demandes et d'adapter son offre de soins ou sociale avec ce que le patient ou la famille attend. Donc ça, c'est très important dans le quotidien. Évolution des projets, parce que effectivement, nous on a une équipe, on est une association comme vous, avec des gens motivés qui ont envie d'avancer, mais nos salariés sont aussi force de proposition. Ce n'est pas des salariés lambda, c'est des gens qui s'investissent dans les projets, qui sont innovateurs, proches de nous, proches des professionnels, de membres de l'association, mais proches des patients, proches du terrain, ce qui fait qu'on évolue ensemble. On a souvent des réunions et on échange et comment faire évoluer notre bilan de coordination, nos approches, nos appuis, avec qui conventionner nos actions, et voilà, ça permet de faire avancer les choses. Je pense que c'est un métier aussi pour ceux qui le pratiquent, où ça évolue beaucoup, et il y a quand même une certaine satisfaction personnelle à innover et à être force de proposition. Donc je vous ai dit, connaître le milieu associatif, c'est important, parce que nous sommes une association financée par les ARS, mais c'est aussi connaître toutes les autres, les associations de patients, les associations d'aide à domicile, d'aide aux patients,
les associations qui peuvent se retrouver dans les centres sociaux, ça peut être avec la mairie, tout ce qui est possible pour améliorer le quotidien et ne pas faire de redondance, parce que le but n'est pas de faire de redondance, mais au contraire d'utiliser les capacités du territoire et les mettre en exergue et expliquer aux patients et aux familles qu'on va utiliser les moyens qui sont déjà présents. Pour eux, c'est une facilité aussi, parce que souvent ils sont noyés face à des situations, des connaissances, mais qu'ils ne savent pas vraiment qui aller voir et comment aller obtenir satisfaction. Alors évidemment, il y a une grande capacité de travail en équipe, mais ça, les infirmières libérales ou hospitalières, vous savez déjà très bien le faire. Donc on développe bien sûr beaucoup de liens avec d'autres acteurs. C'est des infirmières qui sont très autonomes parce que du coup, elles vont être contactées par... Les portes d'entrée sont diverses pour la coordination d'appui. On appelle directement la plateforme avec un numéro unique, où on appelle, ça peut être un appel d'un médecin traitant, effectivement, ou de quelqu'un de l'équipe autour du patient, ça peut être l'infirmière, ça peut être le pharmacien, qui décèle un problème sur le patient et qui dit, là, un bilan de coordination, on a besoin de mettre quelque chose en place, et ça serait utile. Toujours en accord, évidemment, avec le patient pour son intervention. Et donc, on fait intervenir cette infirmière d'appui qui va prendre contact avec le patient et la famille pour avoir un rendez-vous, pris en charge totalement gratuit bien sûr, à domicile et faire ce bilan de coordination. Donc elles sont disponibles, elles sont autonomes, elles gèrent après aussi leurs patients et elles permettent d'avoir un suivi et de faire des PPS avec les professionnels libéraux du patient et d'avancer sur la prise en charge et permettre l'autonomie de cette personne le plus longtemps possible à domicile. C'est quand même le leitmotiv de ce métier. Les contraintes budgétaires, évidemment, puisque nous sommes effectivement une association qui dépendons uniquement de financement FIR de l'ARS pour la partie pôle de santé. Connaître les administrations environnantes, les possibilités de financement pour apporter une aide aux patients. Ça peut être le conseil régional, le conseil général, ça peut être les autres associations d'aide à la personne. Connaître effectivement ce qui est des fois plus technique et qui demande vraiment une prise en charge différente, c'est les offres de soins du territoire, mais les dispositifs sociaux qui sont aussi à disposition. Et puis bien sûr, connaître tous les professionnels de santé du patient et donc du territoire, qu'ils intègrent ou pas le groupement, puisque de toute façon, toute personne, même non adhérente, ou un professionnel, ça arrive évidemment, non adhérent au groupement de santé, son patient aura la même prestation et dans les mêmes retours et leur même expertise avec lui. Donc un diplôme d'état d'infirmier de 5 ans pour la coordination d'appui est requis. Nous avons aussi un prérequis, c'est qu'elles sont toutes formées à l'éducation thérapeutique. Donc il faut qu'elles le soient au moins dans les 5 ans après l'embauche, puisque nous n'avons pas d'atelier de groupe, mais nous avons des ateliers avec de groupe. C'est-à-dire nous n'organisons pas forcément de l'éducation thérapeutique sur notre territoire pour l'instant, mais le fait qu'elles soient formées permet d'avoir une meilleure approche, aussi bien avec les professionnels qu'avec la famille. Une formation en soins palliatifs également, parce que les coordinations d'appui, comme vous avez pu le comprendre, c'est aussi beaucoup sur la personne âgée. La problématique du maintien à domicile et de la pertinence de laisser l'autonomie à la personne âgée le plus longtemps chez elle. Donc les soins palliatifs, c'est très important, cette connaissance générale. Le permis de conduire, ça paraît évident, puisque tout se fait à domicile pour que la personne ne se déplace pas. Oui. Est-ce que pour la formation en soins palliatifs, il peut y avoir des équivalences si on a travaillé en maison de retraite, tout ça? Oui, il y a des équivalences qui peuvent être vues, ça c'est retour d'expérience et souvent, malgré le retour d'expérience, le fait d'avoir un diplôme, de proposer une formation validante, c'est quand même quelque chose qu'elles veulent et qu'elles préfèrent acquérir durant leur expérience. Alors, son rôle, donc elle gère cette file active que maintenant le groupement va avoir, c'est-à-dire toutes ces personnes prises en charge avec un besoin, un biais suite à une chute, suite à un problème iatrogénique, suite à un problème d'une demande de la famille, un problème mnésique ou autre. Faciliter la mobilisation des ressources parce que les personnes sont souvent démunies face à certaines situations, les familles ne sont pas forcément présentes. Et du coup, cette coordination d'appui est un soutien, est une aide pour faire des dossiers, pour expliquer la situation, pour voir comment évoluer dans la prise en charge de cette personne, mais qu'elle soit médicale, sociale, voire familiale. C'est-à-dire vraiment c'est un soutien de tous les recours.
L'évaluation du patient est organisée, on sait ce qu'on va faire, puisqu'on a fait un bilan de coordination qui a été validé par tous les professionnels de santé. On sait l'interpréter, on sait où on va aller avec ce bilan de coordination et on va surtout le centraliser pour organiser donc des plans personnalisés de soins, les faire évoluer et les suivre au long cours. Toujours réévaluer ce qu'on a mis en place. On apporte de l'aide bien sûr aux patients et à l'entourage dans sa prise en charge. On assure un suivi et des ressources pour le patient et la famille dans ce suivi. Et c'est je pense, un pivot important quand on l'a goûté, comme on dit, une fois qu'on l'a expérimenté. Les professionnels de santé, c'est un appui énorme. C'est-à-dire, on sait que si on a une problématique qui n'est pas forcément de notre cours ou qu'on n'a pas forcément le temps, et pour parler encore d'actes rémunérés qui n'est pas du tout rémunéré à l'heure actuelle, c'est quand même aussi quelque chose à signaler. Le bénévolat, on en fait tous quand on est libéraux. C'est-à-dire, on prend en charge des situations où on va rechercher certaines choses qui ne font pas partie de notre exercice. D'une, c'est très bien, oui, forcément, on n'est pas rémunéré, c'est notre choix, mais simplement, ce n'est pas notre cœur de métier. Et je pense que chacun doit se recentrer dans son cœur de métier pour le faire le mieux possible. Et ça permet de se décharger de beaucoup de travail que les infirmières libérales connaissent beaucoup, plus que le pharmacien en tout cas, souvent, mais que le médecin connaît également. Et du coup, cette coordination, voilà, on a une problématique, on a quelqu'un sur qui s'épauler, on a un relais, qui va faire un suivi, qui va nous redonner des informations. On va pouvoir intervenir, surtout le médecin traitant, ce qui est très important. On se réunit en équipe, on en discute, on regarde et on avance, petit à petit. Des fois on recule, mais des fois on avance. Et c'est plutôt positif. Et même quand on ne peut rien faire, au moins on a mis un état des lieux et on sait où on en est et on peut se dire, bon ben voilà, maintenant, on a tout fait, ou on n'imagine pas, ou autre chose, et puis quelqu'un va avoir une idée d'aller chercher la solution dans une autre compétence, des fois, qui n'est pas forcément médicale, qui va débloquer aussi la situation du patient. Donc voilà, on a des outils, donc ce que je vous disais, les compétences des professionnels de santé, le tout social, le médico-social qui intervient autour du patient, bien sûr dans son respect. Nous n'imposons aucun professionnel, aucune association pour la prise en charge de nos patients. Ce bilan de coordination qui est formalisé pour un meilleur maintien à domicile, qui a été organisé en fonction de, vous verrez, vous les connaissez tous, c'est un des petits tests, des questions assez rapides qui permet d'évaluer le patient dans sa globalité et de trouver là où il y a une faille et où il faut peut-être qu'on intervienne. Donc nous avons aussi un logiciel partagé qui permet techniquement, parce que voilà, les moyens techniques sont importants, même si on connaît tous des difficultés à partager nos informations et à pouvoir vraiment gagner du temps aussi par la technologie, parce que ça serait temps que ça arrive. Je sais qu'on est beaucoup en retard, tout le monde travaille énormément, tout le monde peut-être travaille trop isolément, et on a tous des expériences différentes, ce qui fait que nous sommes tous des petits électrons libres pour l'instant avec nos solutions sur nos territoires. Nous, on en a trouvé une effectivement pour que nos coordinations d'appui centralisent ces PPS et puissent les redonner aux professionnels de santé qui suivent le patient attitré. Alors le focus, voilà, ce bilan de coordination a plusieurs volets. Il a un volet social, donc qui référence pour le patient toutes ses aides financières, ses revenus. Je ne le vois pas apparaître. Merci. Un volet pharmacologique, donc avec tous les risques iatrogéniques, donc un petit curseur sur les médicaments et voir s'il y a un focus à faire particulier là-dessus. Un volet médical avec les antécédents, effectivement, la pathologie en cours et les traitements en cours. La nutrition, savoir un petit peu comment ça se passe et comment la personne prend en charge ses repas aussi à domicile. Un volet motricité équilibre, pour voir l'ergonomie du domicile et puis aussi pour voir le risque de chute. Un volet mémoire, pour savoir où on en est notre patient. Et un dépistage de troubles cognitifs, savoir si on ne se trompe pas, encore une fois, entre la dépression, troubles cognitifs, Alzheimer et compagnie. Et voilà, le voilà. Donc le GEPSAM a mis en place ce bilan de coordination qui est régulièrement réévalué. Il y a peu de temps, il a encore changé. Parce que retour d'expérience, parce que nos coordinations d'appui nous montrent des freins, nous disent que là où ça va ou là ça ne va pas, il y a des manques ou pas. Et donc du coup, tous ces petits volets, avec ce qui sont des petits examens que vous connaissez tous,
amène à un curseur, à un résultat qui permet de savoir le niveau de prise en charge qu'il faut faire. À la suite de ce bilan, une synthèse est faite, une force de proposition est réalisée également et qui est proposée au médecin traitant. Sachant que le médecin traitant n'est pas forcément l'initiateur de ce bilan de coordination, mais de toute façon, il le reçoit également. Et tout ce qui est proposé au médecin traitant. Et c'est à lui après de juger et de penser en équipe regroupée ou pas, hein, même s'il est seul, s'il met en place certaines choses ou pas suite à ce bilan de coordination. Donc voilà, le plan personnalisé de soins permet de fixer des objectifs, effectivement, des tâches à réaliser, de voir les freins qu'on pourrait rencontrer à mettre en place ces choses, évoluer, voir l'évolution, et puis faire surtout la réévaluation de ce qu'on a mis en place, qu'on a mis quelque chose en place. Et de savoir si c'était efficient, important, ou est-ce qu'on s'est trompé, ou est-ce qu'au contraire, il faut continuer des choses. Voilà, c'est évolutif, c'est interactif entre professionnels, famille ou aidants. Et ça permet aux professionnels de santé de mettre leur plan personnalisé de soins d'une façon un peu plus approfondie. Voilà. Donc maintenant, je vais passer la parole à Marie-Fernande qui va vous expliquer la coordination administrative et ses tâches qu'elle réalise. Pardon, il y a déjà... La professionnelle de santé, en l'occurrence, elle est pleinement intégrée et, entre guillemets, salariée ou elle reste en activité libérale Alors, nous avons les deux modes d'exercice. C'est-à-dire que nous avons 3 coordinations d'appui. Mais en termes de pourcentage, ça représente quoi? Alors, le 90% même, c'est d'un salarié total. Après, on a une infirmière libérale qui fait de la coordination d'appui aussi. Voilà. Il y a les deux types. Excusez-moi, à un moment vous avez parlé de file active. Est-ce que vous avez assez de recul pour voir a priori pour chaque infirmière d'appui le nombre de personnes suivies? Oui, oui, effectivement, il y a des statistiques et on connaît exactement la file active par infirmière coordinatrice, infirmière coordinatrice. On est à plus de 350 patients intégrés dans cette file active. Comment? Non, global. Voilà, non. Après, c'est variable puisqu'on a une infirmière libérale qui ne travaille qu'à 20%. Donc elle, sur un temps plein, on doit être à... Enfin, la file active, oui, vingtaine de patients. Ça dépend, je te permets, oui, ça dépend aussi beaucoup du territoire. Nous, vous avez vu un territoire, effectivement, par exemple, l'infirmière libérale qui fait cette coordination d'appui, elle est dans un tout petit secteur, elle ne bouge pas beaucoup. Donc, effectivement, sa file active est réduite au nombre d'habitants qu'elle peut prendre en charge. Par contre, nous avons une autre file active qui est sur... Par exemple, Saumur-en-Auxois, qui est une ville où il porte un centre hospitalier, donc avec beaucoup de sorties d'hospitalisation, la file active, là, elle est énorme. Parce que du coup, il y a un travail ville-hôpital avec cette coordination d'appui qui est beaucoup développée, qu'on conventionne, ce qui fait que quand on a une sortie d'hospitalisation, la coordination d'appui, elle est aussi appelée à être active. Donc du coup, ça ramène énormément de files actives. Et puis, il y a plus de professionnels de santé, tout simplement également, ce qui fait qu'on fait vivre la file active aussi important. La coordination, telle que vous la présentez, c'est exactement l'émission d'un réseau de santé gériatrique? Sans doute, tout à fait. Alors, nous avions un réseau, historiquement, il y a 5-6 ans, avant que nous existions. Ce réseau était sur un vaste territoire, tout le Haute-Côte d'Or. Et le problème, c'est qu'il n'avait pas les moyens et qu'il n'était jamais présent sur notre territoire. Il existait, nous avons travaillé avec lui, on le connaît très très bien, d'ailleurs malheureusement il n'existe plus, puisque c'est les pôles de santé, groupements de santé, parce que nous sommes 2 sur le territoire, qui avons repris cette mission. Mais effectivement, alors là j'ai parlé de la gériatrie parce que c'est une grande mission et que ça a été nous avons répondu à l'article 70 au départ. Donc forcément, c'était la personne âgée de plus de 60 ans en perte d'autonomie. Mais on agit également sur la personne plus jeune qui n'a pas forcément de prise en charge. Vous savez très bien que les réseaux gériatriques s'arrêtent à la gériatrie. Nous, on ne s'arrête pas à la gériatrie. Si c'est une personne de 50 ans qui est en perte d'autonomie, qui a des problèmes, on va faire le même travail et on va apporter les mêmes services gratuitement pour cette personne. Ça peut être un problème d'enfant, ça peut être un problème d'adolescent. Voilà. Donc du coup, effectivement, on était ciblés parce qu'on avait des gros besoins, comme beaucoup en campagne en France malheureusement. Notre patientèle, c'est beaucoup la file active gériatrique.
Mais l'avantage qu'on a, c'est que nous ne sommes pas pathologie centrée et nous ne sommes pas aussi catégorie d'âge centrée. Alors vous êtes financé sur des fonds FIR? Oui. Et sur une base patientèle ou... Alors maintenant, oui, parce qu'à votre début, il y a 5 ans, effectivement, tout est resté à créer et à évoluer. Donc maintenant, nous sommes basés sur un bassin de vie avec une file active imposée et un nombre de patients suivis par infirmière coordinatrice, comme tout le monde. Hein. Mais au départ, c'était pas tout le temps, ça n'a pas forcément été comme ça. Oui. Vous dites que vous êtes financé par un fonds FIR, donc oui. Le FIR est versé à la CISA et la CISA paye... J'ai pas de CISA, c'est un pôle de santé. Donc les maisons de santé sont obligation d'avoir cette société voilà, pour être financées et recevoir les fonds. Mais les fonds FIR sont financés à l'association donc, de professionnels de santé. Du coup, l'infirmière, vous la rémunérez comment? L'infirmière libérale, c'est pas salariée de la structure? Si, elle est salariée de la structure. Elle est une partie salariée, 20% de son temps de travail. Excusez-moi, je voulais savoir pourquoi vous n'avez pas plus préféré un travail d'assistante sociale, parce que finalement il y a pas mal de travail social à la maison, plus que... Alors au départ, on travaille avec les assistantes sociales qui sont présentes dans les hôpitaux, on a la chance d'avoir une ville avec un centre social très développé où il y a où il y a des assistantes sociales, donc on travaille avec elles. On n'a pas voulu faire redondance sur ce qui existait. Nous, notre coordination d'appui, c'est la symbiose de tout ça, c'est la mise en exergue de toutes les compétences qui existent déjà. On a un besoin d'assistance sociale. Souvent, on remplace malheureusement l'assistante sociale dans les hôpitaux quand elle n'est pas là. On nous appelle parce qu'on a des compétences. Nos infirmières sont devenues compétentes, mais elles n'ont pas le diplôme, effectivement. Simplement, l'assistante sociale, pour un professionnel libéral, hein, excusez-moi, on avait besoin de quelqu'un de plus professionnel de santé, au départ, hein, vraiment. Je pense que la coordination d'appui c'est pas figé tout ça, c'est une expérience, mais je pense que certains viennent d'autres univers et font parfaitement le travail et ça se passe très très bien. Simplement, voilà, nous, on a eu cette façon de faire au départ et cette modalité, mais je pense que c'est pas limité, ouais. Mais c'est super important. Enfin, en tout cas, nous, on ne l'oublie jamais et on travaille beaucoup avec les acteurs sociaux qui apportent énormément dans une prise en charge parce qu'on ne peut pas cloisonner le médical et le social si on veut que le patient soit bien pris en charge. Oui. Donc, finalement, si je l'ai compris, la création de ce poste de coordination administrative est venue là, en fait, pour... Pas d'appui, là. C'est pas administrative. Est venue là pour combler, en fait, un vide... au niveau des missions qui étaient sur le territoire. Il manquait quelque chose en fait. Oui, il manquait un lien. Il manquait un lien entre professionnels de santé ambulatoires, un lien entre la ville et l'hôpital, c'est-à-dire nos sorties d'hospice, on avait quand même beaucoup de problématiques, je pense que vous les connaissez, enfin on les a tous un peu, c'est-à-dire des sorties inopinées, pas préparées, où le patient nous y revenait dans le morvan, c'est quand même, nous on est dans une zone assez rurale et très isolée. Les gens qui n'ont pas forcément de famille et retourner chez eux, par exemple, il n'y avait pas le chauffage, il n'y avait rien dans le frigo, on les amenait, on les faisait retourner chez eux, et qu'est-ce qu'on faisait? 24 heures après, le médecin, qu'est-ce qu'il faisait? Il faut retourner à l'hôpital, on ne peut pas prendre en charge. Donc tout ça, c'était des besoins qu'on a identifiés, qu'on s'est dit, qu'est-ce qu'il nous faut? Et la coordination d'appui est venue un peu comme ça. Est-ce qu'il y a une MAIA sur notre territoire? Oui, nous travaillons avec la MAIA. Nous, on a historiquement une MAIA depuis très longtemps. C'est là où je ne peux pas comprendre. Tout ce que vous expliquez, quelque part, ce sont les missions de la MAIA. C'était là qu'on a parlé de réseau chariatrice, parce que moi je travaille justement avec une MAIA sur mon territoire, et tout ce que vous expliquez, c'est exactement ce qu'elle a fait. C'est pas la mission d'une MAIA. C'est les cas hyper complexes, la MAIA. Hyper complexes, très complexes. Et ils ont 40 patients par MAIA. Donc c'est très limité en prise en charge de patientèle. Oui, est-ce que la loi a changé et a étendu les missions de la MAIA à la personne âgée en perte ou risque de perte d'autonomie? Donc ça englobe un petit peu... Tout à fait. Je pense effectivement que la MAIA, quand il n'y a rien, quand il n'existe que la MAIA, et elle apporte son expertise et son expérience, et puis ces infirmières qui viennent aussi à domicile, qui font aussi ce genre de mission. Nous, notre bilan de coordination, par exemple, on l'a créé, on l'a mis en place, on ne répond pas à un cahier des charges particulier. Simplement, la MAIA, nous, on l'utilise, et elle nous utilise aussi, parce que notre MAIA, elle se dit, nous, il y a des cas où on ne peut plus rien faire, on ne sait pas quoi faire. Et cette MAIA, elle est là pour justement trouver des solutions et avoir un suivi beaucoup plus important que le nôtre, parce que la MAIA s'engage à aller souvent, très très souvent chez le patient,
à l'emmener, à le ramener, enfin voilà. Et donc, nous, on lui redonne aussi des fois une file active en lui disant, bah là, ce n'est plus de notre cours, c'est du vôtre. Et inversement, quand c'est trop léger pour elle. C'est quoi la Maya? Ça a quelle structure? Alors, ça a été créé, c'est au niveau du ministère, hein, la Maya, si je ne me trompe pas. Hein, voilà, c'est une organisation portée par le ministère pour venir en aide sur la personne âgée. Ils ont une petite file active, je ne suis pas une professionnelle de la Maya, hein, mais ils ont une petite file active, un nombre limité de patients à prendre en charge sur un territoire. Et souvent, c'est un portage hospitalier, hein, déjà. Et donc, du coup, de prendre la personne gériatrique, donc dans des critères très spécifiques. Et avec un cas, on appelle ça très, très complexe. Ce n'est pas les cas complexes, c'est les cas vraiment très compliqués. Hein? Non, attention. Le dispositif Maya, les dernières ordonnances ministérielles, elles ont changé depuis un an. Au début, elles se concentraient sur les cas complexes liés à la maladie d'Alzheimer, parce que c'est un dispositif qui dépend de la maladie d'Alzheimer. Au jour d'aujourd'hui, on est sur des missions plus étendues, avec des personnes en risque de perte d'autonomie. Gériatrique, mais gériatrique quand même. Hein. Le PARPA est une émanation, quelque part, de ce qui se met en place et a vocation à remplacer tout ça. Alors moi, je ne sais pas si vous connaissez beaucoup de Maya qui arrivent à faire du PARPA. Nous, on n'y arrivait jamais, par exemple. Mais tant mieux, c'est bien. Mais c'est pour ça qu'est né le PARPA aussi, parce qu'il y avait aussi des lacunes et voilà, dans certaines régions. On n'est pas tous égaux, malheureusement. C'est aussi personnes dépendantes et Maya dépendant de la région où on travaille, quoi. Puis tout le monde n'avait pas de Maya. Non, tout à fait. Peut-être la plus spécificité où ça marche, et là je parle pour le groupe où je suis, c'est parce que la Maya est centrale sur le territoire et travaille avec les médecins de ville et l'hôpital. Donc il y a un public là effectif où les gens travaillent ensemble, ils sont positionnés au même endroit. C'est peut-être pour ça que ça permet de... Mais je pense que si la Maya a été répartie sur le territoire, c'est que c'est une très bonne chose et que c'est quelque chose qui apporte au territoire, hein, c'est certain, c'est certain. Oula, je suis perdue, oui. Je suis médecin généraliste. Je voulais juste dire que c'était quelque chose qui était très intéressant, qui répondait quand même aux besoins des professionnels que nous sommes. C'est-à-dire que jusqu'à présent, on a vu quand même beaucoup de dispositifs, je dirais, par appartement, par ARPA, Maya, les réseaux machin, thématiques et autres, alors que la vraie vie, ça n'est pas ça. Non. La vraie vie, c'est des patients, alors souvent âgés, mais aussi polypathologiques, quelquefois jeunes, des maladies chroniques, etc., des fins de vie, des cancers et tout. Et donc, du coup, on ne se reconnaît pas en tant que médecin généraliste ou soignant de premier recours sur ces approches thématiques et ces dispositifs Maya et autres, même si je ne conteste pas du tout le travail, mais ça ne correspond pas bien. Et donc là, ce qui me semble intéressant dans ce qui est intéressant dans cette expérience de coordination d'appui, c'est l'appui aux professionnels, justement, comme vous le dites, pour faire du lien entre les différents acteurs et pas pour faire à la place d'un professionnel. Et ça me semble intéressant parce que c'est vraiment un maillon qui nous manque à nous professionnels et qui manque aussi aux patients et à leur entourage. Parce qu'ils sont paumés entre tous les papiers, les dispositifs, les machins et tout, ils sont paumés. Donc faire ce lien-là, je crois que c'est vraiment extrêmement positif en termes de qualité. Merci. Nous, en tout cas, on aurait du mal à s'en passer maintenant, une fois qu'on l'a fait. Monsieur. Vous disiez qu'il y avait un réseau de santé, le réseau de santé de Haute-Côte d'Or, et oui. Donc, du coup, vous le remplaciez. Oui. Je sais qu'il a fermé. Oui. Alors, on se l'est partagé, c'est-à-dire sur le territoire, parce que le réseau de Côte d'Or avait la partie gériatrique, diabéto, et la petite enfance, hein, aussi. Donc, du coup, ça s'est éclaté. Donc la partie gériatrique a été portée effectivement par les groupements de santé, puisqu'on a répondu à l'article 70 et on était financé pour ça, et organisé déjà. La diabéto travaille sur un territoire et travaille avec nous, c'est-à-dire qu'elle n'existe plus vraiment, mais du coup, il y a tout un suivi qu'on fait avec les azalées qu'on a mis en place, avec de l'ETP également. Et puis les PMI ont repris et la partie petite enfance. Ouais. Oui. En tout cas, je trouve que vraiment là, votre exposé est très intéressant et appelle à des initiatives ailleurs sur le territoire. Et moi, j'avais une question en fait par rapport à ce que vous avez peut-être pas évoqué. Comment vous avez en fait mesuré l'efficacité et l'évolution, quels indicateurs de suivi vous avez utilisés pour savoir si votre intervention ça a été performant. Ça m'intéresserait que vous les détailliez.
Alors, vous êtes plus compétente parce qu'elle fait le suivi de tout ça, mais l'important c'était nos sorties d'hospitalisation et voilà, le passage de l'hospitalisation, le temps d'hospitalisation. Nous, on a mesuré aussi le temps de prise en charge par nos infirmières coordinatrices d'appui, c'est-à-dire dès qu'on a l'appel, combien de temps on met pour aller à domicile et faire ce bilan et mettre en place des solutions. Donc pour voir un peu, voilà. Après, on fait comme je vous ai mis tout à l'heure, à 6 mois, on réévalue tout. C'est-à-dire qu'on revoit tous les points du PPS et on se dit, ça c'est fait, ça c'est pas fait, pourquoi c'est pas fait, où on va. Et donc du coup, dans la prise en charge, on évalue les bilans biologiques de la personne, on évalue son état de santé avec le médecin traitant. Et on voit si les constantes vont mieux, on voit si le poids va mieux quand c'était un problème de poids, si les chutes ont été prises en charge, on va dire. La iatrogénie aussi sur les hypnotiques avec, moi je suis pharmacienne, là, forcément c'est un sujet qui m'intéresse, mais le suivi du traitement et de savoir si on n'a pas pu réévaluer un petit peu ce traitement médicamenteux, voire pour en enlever, voire pour améliorer l'efficience et éviter des troubles dus aux médicaments. Les réhospitalisations sont notées, hein, on a un suivi de réhospitalisation. Hein, donc, oui, nos patients suivis sont réhospitalisés sur le secteur et en fonction de l'âge et de la pathologie qu'ils avaient. Donc vous avez vu des indicateurs qui montrent oui. De toute façon, on les donne tous les ans à l'ARS, ils sont réévalués et puis notre file active est suivie et on regarde comment ça évolue. Ouais. Et la prise en charge du patient la prise en charge du patient à partir du moment où on a l'appel d'un soignant, d'un professionnel de santé ou d'un membre de la famille ou du patient lui-même d'ailleurs, est d'une journée. En principe, on rentre en contact téléphonique immédiatement avec le patient ou son entourage et au pire le lendemain. Voilà. Je voulais savoir quelle était la durée moyenne de prise en charge des patients. Quand ils sortent de la file active. Quand vous prenez du début jusqu'à la fin, combien de temps vous prenez en charge? Est-ce qu'il y a une fin? C'est surtout ça la question. Et la fin, nous, souvent, c'est le placement pour une personne âgée ou le décès. Hein. Je pense qu'il y a un curseur dans la prise en charge, c'est-à-dire des prises en charge plus ou moins lourdes, avec des missions et des objectifs plus ou moins importants, qui s'éliminent et qui s'élaguent et qui sont de plus en plus légers, et donc du coup des missions qui s'allègent. Mais le suivi, il reste, tant qu'on nous fait appel à nous, que notre patient est intégré et qu'il a besoin de nous, enfin en tout cas, il aura besoin de vous, enfin des professionnels de santé, donc on ne sait pas quand ça s'arrête, puisque si tout va bien, si c'est vraiment une problématique très ponctuelle, un besoin, on va régler ce problème. Mais souvent, ils quittent cette file active. Par exemple, c'était un problème d'alimentation, je dis n'importe quoi, quelqu'un qui ne n'alimentait plus, on met en place des portages des repas, parce que ce n'est pas forcément médical, hein, ça peut être aussi ça. Quand tout va bien, que c'est rodé, que ça se passe bien, notre intervention peut s'arrêter là. Mais après, on fait un suivi, on regarde si ça continue ou si ça évolue dans un autre sens. Et malheureusement, d'autres problèmes arrivent au cours de route. Hein, c'est ça. Oui. Ouais. On espère avoir répondu. Si ça vous revient d'autres questions, on peut revenir après, il n'y a pas de souci. Alors, je laisse la parole. Alors donc, là, je vais vous parler de la fonction de coordinatrice administrative en maison de santé et également sur le groupement des professionnels de santé de l'Auxerrois-Morvan. Alors, les tâches d'une coordinatrice, donc il y a la gestion du personnel. Donc là, quand on dit personnel, c'est le personnel administratif. Donc essentiellement les secrétaires, secrétaires médicales, secrétaire administrative. Donc là, c'est à la coordinatrice de rechercher le bon profil de secrétaire, de rentrer en contact avec les sociétés qui vont la recruter, enfin qui vont mettre à disposition de la maison de santé. Donc c'est souvent de l'intérim, dans l'immédiat. L'intérim, des contrats aidés, puisque bien sûr le personnel, les charges sont très élevées, donc on privilégie pour l'instant ces solutions. Ensuite, on a également une grosse partie de notre fonction, c'est la gestion de la formation interpro. Donc là, c'est à la coordinatrice de rechercher le professionnel de santé qui va venir intervenir à la maison de santé, donc sur des thèmes qui sont proposés
aux professionnels de santé et eux choisissent les thèmes qu'ils souhaitent voir abordés. Par exemple, là, nous allons faire une formation la semaine prochaine sur les plaies et cicatrisations. C'était une formation qui était très demandée, notamment par les infirmiers, les infirmières du territoire. Donc, j'ai contacté donc un dermatologue du centre du CHU de Dijon et qui, elle, va venir faire une soirée et présenter les nouvelles techniques pour les pansements, les plaies, les cicatrisations. Donc là, je vous donne cet exemple, mais les professionnels, en début d'année, je leur donne un questionnaire en leur proposant divers thèmes de formation et ils font un retour de ce qu'ils souhaitent voir abordé. Ensuite, donc nous, comme disait Nathalie, notre maison de santé, elle est située dans l'enceinte de l'hôpital. Donc on a un lien très, très fort avec l'hôpital qui a les locaux, qui nous les loue. Donc je sers toujours d'intermédiaire entre la maison de santé, les professionnels et l'hôpital. Ensuite viennent donc la gestion de la maison de santé, mais très, très matérielle, donc tout simplement la gestion des stocks de matériel, tout ce qui permet que la maison de santé fonctionne bien. Les professionnels s'adressent toujours à la coordinatrice pour gérer. J'effectue également les demandes de financement. Donc moi, ma partie, c'est essentiellement des demandes de financement pour mettre en place des actions de santé publique. Donc on mène des campagnes. Demain, donc, par exemple, on travaille sur Mars Bleu. Donc il nous faut des financements pour pouvoir mettre en place ces Mars Bleu, c'est le cancer du côlon, dépistage du cancer colorectal. Donc c'est national, c'est tout le mois de mars. Donc bien sûr, nous, on ne tient pas une manifestation sur tout le mois, c'est pas possible. Nous, c'est sur une journée, donc sur 2 villes différentes. Donc avec des conférences de professionnels, donc le président de la Ligue contre le cancer, on a le président d'ADECA, c'est l'association des dépistages du cancer du sein et du côlon. On met en place également, l'année dernière, on l'avait déjà fait sur Octobre Rose, donc le dépistage du cancer du sein. Donc l'année dernière, on était sur une semaine et cette année, on va être sur tout le mois d'octobre. Donc en faisant des actions de prévention sur 4 villes différentes. Voilà. J'ai fait aussi pour la première fois une demande à un laboratoire de dons qui permet d'aménager notre salle d'attente avec un espace pour les enfants. Donc c'est pas des sommes énormes, c'est 500 €, mais ça permet d'aménager des espaces et qui ne coûteront rien à la MSP. Voilà. Ensuite, donc j'assure bien sûr le suivi avec les financeurs. On rédige également le rapport d'activité de la MSP, donc les œuvres de prévention, donc là on en a parlé. On travaille également dans les préventions avec le collège par exemple. Donc le collège souhaitait l'intervention de dentistes pour l'hygiène bucco-dentaire pour les enfants. Et donc, il a fait appel à la maison de santé et donc j'ai servi de lien entre le collège et j'ai recherché les dentistes. Mais on ne recherche pas un dentiste comme ça en leur passant un coup de fil. Il faut passer par le conseil de l'ordre, connaître... donc ils nous donnent, eux, la liste des professionnels qui éventuellement pourraient faire ces interventions. Et ensuite, à nous de contacter le professionnel et effectivement, ça aboutit. On a travaillé aussi avec les kinés sur le port du cartable. Donc le kiné va faire une intervention également au collège. Donc j'ai également les contacts avec les professionnels de santé, à savoir que les professionnels de santé dans les murs de la MSP, mais on a également des professionnels de santé hors mur, qui font partie de la maison de santé mais hors mur. Voilà. Donc mes missions, donc là, c'est effectivement le lien entre les professionnels libéraux de la MSP. Donc on organise également des réunions interpro, bien sûr, au sein de la MSP. Les relations avec l'ARS, donc pour la gestion administrative de la MSP, les demandes de subventions. Donc on participe aux réunions, les budgets prévisionnels, les suivis des dépenses, la préparation pour présenter les comptes à l'ARS. On sert également de relais d'information pour le public. Donc on organise les campagnes d'information, simplement quelquefois par des affichages.
de différentes interventions. On a mis en place des relations assez fortes avec la Ligue contre le cancer, parce que suite aux actions de santé publique, on a obtenu un partenariat avec la Ligue qui va venir en support financier pour les patients. Donc, eux vont prendre en charge certaines consultations pour les patients atteints d'un cancer et qui ne sont pas prises en charge financièrement par les organismes sécurité sociale, voilà. C'est-à-dire les psychologues, la relaxologue, les sophrologues. Donc la Ligue vient en soutien financier suite aux actions de santé publique qui ont été menées en octobre. Donc là, ça vient d'aboutir. Les tâches, donc on a... non, je reviens, pardon. Alors, on vient au diplôme requis. Donc il y a une étude qui a été faite en Bourgogne par l'ARS et la FEMAGIPS, donc sur les différentes origines des coordinatrices administratives. Alors là, c'est extrêmement varié. Ça va du simple CAP de coiffeur, donc qui ont été formés vraiment sur le tas avec les médecins, les professionnels, jusqu'à Bac+5. Donc vous voyez, c'est vraiment très très varié. Par contre, là, à partir du 5 avril, il y a la formation pour les coordinatrices administratives qui est ouverte. Donc il y a 20 coordinatrices sur le territoire de la Bourgogne qui vont être formées. Donc en lien avec le HESP, l'HAS, l'ARS. Donc c'est une formation qui va se dérouler sur toute l'année 2016. Donc c'est une formation qui est validante, donc ce qui est très important pour que les coordinatrices soient reconnues aussi. Donc sur le management, la gestion des ressources humaines, sur la comptabilité, donc on sera vraiment très bien formés en principe. Alors donc on gère également les outils de communication, les logiciels, le logiciel partagé entre les professionnels. On gère les rencontres de MSP, donc ça on en a parlé. On doit connaître vraiment l'environnement de la MSP, l'environnement professionnel, les médecins, tous les paramédicaux, les associations, pour faire appel à eux. On doit aussi avoir des notions sur la problématique de la santé, et c'est pour ça qu'on retrouve énormément de secrétaires médicales dans le rôle de la coordinatrice administrative. On doit, bien sûr, s'informer énormément, se documenter, faire preuve d'initiative, gérer les conflits, des conflits très simples quelquefois, sur la disponibilité des salles par exemple, et évidemment le respect du secret professionnel. Voilà. Donc on va passer à un autre nouveau métier. Oui, bien sûr. Vous parliez de formation, vous dites sur un an. Alors, il y aurait plusieurs formations de coordinateurs, parce que en région centre, il y a une formation de coordinateur par l'école de santé publique de Rennes, et c'est sur 2 ans. C'est sur 2 ans. Nous, là, ça va être... donc, on commence en 2016, mais ça va se terminer effectivement sur 2017. C'est sur 2 ans, mais c'est pas 2 ans pleins, quoi. C'est-à-dire que... Oui, voilà, je ne sais pas comment... C'est la formation continue. Chez nous, ça a commencé début février, et c'est avec M. Bataillon de... Oui. C'est la même formation qui se dédouble partout, quoi. Parce qu'il y a 5 régions qui sont... 5 régions pilotes. Il y a 5 régions pilotes, oui. Oui. J'avais une question pour... Est-ce que vous pouvez nous donner un ordre d'idée au niveau du nombre d'heures que ça représente par rapport au volume des professionnels qui sont dans votre maison de santé? Le début de coordinatrice sur la maison de santé. À l'heure actuelle, l'ARS a accordé à Saulieu, je suis à 70% pour la maison de santé, mais c'est un cadeau de l'ARS, je crois, parce que normalement c'est 30%. 30%. Oui. C'est 30% d'un plein temps, donc 10h30. 10h30. Et 10h30. après, ça dépend du volume de la maison de santé, de la file active de patients, pris en charge par les médecins traitants, c'est ça? Oui, ça dépend de la file active. Oui, oui, tout à fait. Et ce cadeau, il va durer 2016.
Oui, mais comme je suis déjà sur le groupement des professionnels de santé, j'étais à 100% sur le groupement des professionnels de santé. Là, c'est pour aider la maison de santé de Saulieu à démarrer. À démarrer, vous verrez que votre poste après il va devenir complètement indispensable sur la maison de santé. On est d'accord, vous avez pensé après à l'avenir du financement du poste ou... Moi, j'ai pensé à l'avenir puisque je me suis positionnée sur une deuxième maison de santé. Partager mon poste sur 2 maisons de santé. Et en fait, mutualiser ce que je fais actuellement à Saulieu, le mettre en place sur une autre maison de santé. Qui sera financé peut-être un petit peu par l'ARS, mais je veux dire, simplement comme ces financements par les CISA. Non, par les CISA. Au bout d'un moment, Voilà, c'est ce que je voulais savoir. Et en fait, la coordinatrice, on se rend compte qu'elle fait... C'est presque la petite main des professionnels. On est tout à fait... voilà, c'est ça. Je suis sur celle qui est dans le santé. Combien 5 Oui. Moi, je me suis positionnée sur d'autres maisons de santé, mais tout en étant... Je suis salariée du GEPSAM, je ne suis pas salariée des maisons de santé. Voilà. Je suis salariée du groupement. Comment? Les maisons de santé ne peuvent pas être... Si, avec les nouveaux modes de rémunération et le règlement arbitral, c'est un choix de la CISA en fin de compte. C'est-à-dire que la CISA, elle a des sous, donc elle décide de le dépenser un peu comme elle veut. Si elle pense qu'elle a besoin d'une coordination administrative pour la vie de sa maison de santé, elle dépense une journée par semaine, 2 journées, suivant ses moyens, en coordination. Tant qu'il n'y a pas la CISA, il n'y a pas de coordinatrice. Dans une maison de santé, non. Après, c'est des secrétaires médicales, c'est autre chose, c'est pas le même travail, c'est sûr. Ouais, je suis à la maison de santé de l'eau, dans la Chapelle-Tramé. Donc, c'est le centre de soins infirmiers qui paye la coordinatrice de la maison de santé. Voilà. Et après, on a la rétrocession. Voilà, il y a différentes formules, mais cette formule-là, coordination administrative, a vertu à être sur une CISA et que les professionnels de santé investissent ensemble sur cette coordination. Oui. Voilà, ça dépend les endroits, ça dépend les... Voilà. On va aller un peu plus dans le détail, peut-être pour terminer, si vous vous demandez de quelle convention collective au niveau... Elle l'a fait. On en a une. Oui. Qu'est-ce qu'elle... Alors, je ne sais pas, c'est la directrice. Alors la directrice en a une, parce qu'on a différentes conventions collectives. Pour la coordination d'appui, pour notre direction et pour la coordination administrative. Et c'est pas la même. Je sais que c'est pas les mêmes. J'avoue, j'ai un trou, je ne sais plus. Mais en tout cas, il y en a une. Oui, on pourra, si vous voulez... Mais si vous voulez, on vous la redira, je vais appeler, le nom m'échappe, mais en tout cas, il y en a une, on s'est appuyé sur une convention collective, oui. Vous avez plusieurs conventions collectives, donc ça veut dire que vous avez plusieurs contextes juridiques? Oui. Ben, quand on est un cadre, on n'a pas la même convention collective que la coordination administrative. Oui. Ben, nous, on a. Enfin, en tout cas, c'est comme ça. Moi j'avais une question. Les maisons médicales ont été créées en quelle année pour pouvoir développer tout ce que vous avez développé pour avoir le recul? Notre maison médicale, donc la maison médicale, ça fait 7 ans que nous sommes sur le projet. Elle est ouverte depuis septembre 2014. Donc on a mis énormément de temps. C'est pour ça que le pôle de santé est né avant. Et que nos financements, on les a eus grâce à ce pôle de santé et au FIR qui a pu mettre en place cette coordination et garder Marie-Fernande après pour la mutualiser sur les maisons de santé qui émergeaient de ce pôle de santé. Souvent, des fois, c'est le contraire, c'est-à-dire qu'il y a des projets de maisons de santé, c'est-à-dire vraiment du bâtiment, avec des professionnels qui sont dedans. Donc du coup, maintenant, ils sont obligés de faire ça. Ça fait 3 ans que la CISA est obligatoire, je crois, dans une maison de santé. On ne peut plus ouvrir une maison de santé si on n'a pas une CISA. Enfin, en tout cas, une maison de santé validée, maison de santé. Et donc, du coup, là, ces nouveaux métiers de coordination administrative, ils viennent de fait. Sachant qu'en plus que la FFMPS, avec la coopérative, tout à l'heure Pierre Dehaas en a parlé, Facilimed, vous propose cet outil clé en main, c'est-à-dire que vous avez une maison de santé et puis vous voulez une coordination d'appui, mais vous ne connaissez pas de personne qui serait
en capacité de remplir cette mission, vous pouvez demander à ce que voilà, vous mutualisez, et c'est Facilimed qui vous propose 1 ou 2 journées par semaine, clé en main, une coordination d'appui, qui est formée comme Marie-Fernande ou comme d'autres vont être formées administrative, hein, administrative uniquement. Ça n'existe pas encore dans la coordination d'appui, oui. Mais oui, ça met du temps, enfin, ça met quand même un peu de temps. Il y a combien de professionnels de santé dans votre maison de santé? Alors, dedans, 18 dans la maison de santé. Et puis après, c'est hors mur. Nous, après, c'est hors mur, oui, c'est 18 dans les murs. Bah, par exemple, je suis pharmacienne à Saulieu. Il y a 2 pharmacies. Nous ne sommes pas dans les murs de la maison de santé. Mais on fait partie de l'association et du projet de santé. On est intégré dans les PPS, dans les suivis de soins, dans les réunions, dans les formations, dans le projet médical. Voilà. Les kinés ne sont pas dans la maison de santé. Physiquement, c'était impossible. Enfin, quand vous avez si vous êtes 3 professionnels ou 4 professionnels de santé dans un village, vous vous remettez tous dans des murs, c'est super, tout va bien. Mais dès que vous dépassez un certain nombre, c'est vite techniquement pas possible. Rien que pour la pharmacie, pourquoi l'une plus que l'autre ? Pourquoi? Enfin voilà, donc de toute façon, ces problématiques, on les retrouve quand même. Souvent, maintenant, le terme maison de santé hors mur est quand même relativement validé, parce qu'on s'est appelé groupement, on s'est appelé pôle, on s'est appelé tout ce qu'on veut, réseau, enfin tout ce que vous voulez, on s'est appelé, c'est pas légitime. Alors du coup, maison de santé hors mur, voilà, on est une maison de santé, on est validé, on est reconnu, mais on n'est pas tous dans les murs. Je reviens sur Facilimed. C'est une expérience personnelle, c'est-à-dire que dans le grand chambardement du regroupement pluriprofessionnel, souvent il y a une certaine réticence à s'engager dans un salariat, donc il y a la possibilité d'un intérim, qui n'est pas une situation très satisfaisante non plus. Je pense que Facilimed et le service de coordination qui est vendu à une CISA, c'est une situation temporaire qui est très satisfaisante, qui nous permet de voir un petit peu comment avancent les choses et probablement d'arriver finalement à salarier éventuellement la coordinatrice de Facilimed derrière. Mais ça, j'en suis sûre. Mais des fois, on n'a pas les moyens financiers, on n'a pas envie de s'engager. C'est très compliqué d'embaucher quelqu'un quand on est une association comme ça. Enfin, moi, j'ai eu des problématiques, ça fait longtemps déjà, mais je l'ai encore. C'est-à-dire que du jour au lendemain, vos salariés, vous leur dites au revoir parce que vous n'êtes plus financés, quoi. Et cette précarité, faut qu'on, en tant que chef d'entreprise déjà, faut la vouloir. C'est pas facile d'accepter ça, mais en tant que salarié, c'est pas facile de l'accepter non plus. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'on travaille différemment, que c'est un salariat particulier, parce que c'est vraiment une question de confiance, de se dire les choses et d'être clair et net sur une situation qui est malheureusement précaire à l'heure actuelle. Et c'est vrai que des fois, pour commencer, ce que propose la FFMPS, c'est quand même sympa parce qu'on ne met pas une personne dans une situation précaire tout de suite, en ne sachant pas où on va, comment on y va, avec quels moyens, qui est présent, parce que ça bouge. Enfin, donc c'est quand même un peu confortable. Ça permet peut-être de démarrer pour avoir quelque chose de solide après et puis d'être plus sûr de soi. Moi, je suis coordinatrice Facilimed, du coup. Je vais en parler un peu, mais c'est pas que temporaire, Facilimed. C'est pas qu'une aide au démarrage de la coordination, parce que derrière ce poste de coordinatrice, il y a tout un réseau, il y a toute une équipe nationale pour évoluer, pour apprendre, pour se former ensemble. Ça peut être effectivement temporaire, mais le but n'est pas là. Enfin, c'est quelque chose de pérenne. Alors, je pense que c'est pérenne, mais peut-être que physiquement, localement, ça peut être problématique. J'imagine dans fin feu de la Creuse ou dans les Vosges, quand vous allez faire des kilomètres pour aller 2 jours par semaine, au bout d'un moment, financièrement, il faut être logique, ça peut poser quelques problèmes. Et vous serez peut-être même vous-même amené à dire, ou vos patrons, de se dire, peut-être que là, ça serait bien de recruter, quoi. Ou justement faire comme nous on fait, de mutualiser entre maisons de santé pour pouvoir se payer, voilà, parce que financièrement, et puis donner un plein temps, c'est pas donner un quart-temps, quoi, à quelqu'un. Une personne qui a temps plein sur une maison de santé, donc c'est mutualisé avec des maisons de santé à proximité. Mais voilà, tout existe, et puis alors, tout existe, quoi, et puis tout se fait, donc après, c'est quand même assez ouvert, je pense. Bonjour. En fait, dans votre maison de santé, vous avez une infirmière d'appui qui va faire le lien et qui va déléguer aux infirmières extérieures les soins. Toujours. Elle ne fait pas de soins du tout. Hein. Il n'y a aucun soin. Administratif de son côté. Et vous avez seulement cette infirmière-là dans la maison de santé. Alors, ce n'est pas une infirmière là. On parle de coordination administrative.
Ah, l'autre. Alors l'autre ne fait aucun soin non plus. La coordination, qui est infirmière du coup, pour le coup, cette fois-ci, elle ne fait que le bilan de coordination, le lien entre les gens, mais elle utilise la compétence infirmier du patient. C'est-à-dire qu'il fait appel à un cabinet qui a un suivi, et s'il y a besoin de compétences infirmières, c'est le cabinet du patient qui est sollicité. Elle ne fait aucun soin. Elle n'est pas habilitée à en faire, de toute façon. Est-ce qu'elle contacte les infirmières? Ah oui, c'est elle qui fait, oui, tout à fait. C'est elle qui fait le lien, comme on disait tout à l'heure, entre tous les professionnels. Et c'est elle qui va appeler, qui va recevoir les informations, mais qui va en donner aussi. Oui. Et c'est la seule infirmière que vous avez dans votre maison? Elles ne sont pas dans les maisons de santé, les infirmières, dans le groupement de santé. Non, on en a 3. Tous vos coordinateurs là, administratifs ne font que ça, ou est-ce qu'il y en a qui ont la double casquette en profession libérale et coordinateur? Non, l'administration, ce n'est que de l'administration et ce ne sont pas des libéraux. D'accord, parce qu'en fait, moi, dans ma maison de santé, j'ai la double casquette. C'est-à-dire que je fais et la coordination de la structure, et j'ai pas de formation pour l'instant. Voilà, je le fais parce que je me suis trouvée à faire. Voilà. Et je suis podologue à côté aussi. Et cette formation que vous disiez qui est sur 2016-2017 par le fait, c'est une formation à temps complet ou c'est une formation qui peut être ouverte aussi aux professionnels qui ont une double casquette au sein de la MSP? Je sais pas comment, parce qu'en région centre, la formation est mise en place, et donc soit c'est des personnes qui ont postulé pour être coordinateurs, soit c'est des gens de maison de santé. Je sais qu'il y a au moins 2 diététiciennes qui postulent, qui se sont inscrites à cette On a une infirmière, nous, oui. à Ville. La question qui va se poser, c'est comment cette personne va être envoyée par sa maison de santé. Mais là, moi, personnellement, par la CISA et les NMR. Voilà. Après, ça se gère au niveau effectivement des maisons de santé, mais donc c'est pas forcément des personnes que administratives, hein, ça peut être un professionnel de la maison de santé. Il y avait même eu un médecin qui s'était interrogé s'il allait le faire ou pas, puis finalement il n'a pas fait, puisque c'est prend du temps professionnel. Quand on est dans un désert médical, on essaye d'abord de faire son métier de docteur. Sinon, la formation, donc c'est beaucoup d'e-learning, et puis il y a un séminaire par mois ou par 6 semaines, il y a des travaux à rendre, mais il y a beaucoup par e-learning, et donc c'est pas du présentiel tout le temps. Il y a 6 jours de présentiel, je crois, sur la totalité de la formation. Ouais. Mais ça peut être aussi... Nous, on a une infirmière, par exemple, libérale, qui va la faire, cette formation. Combien de temps? Bientôt. 10 minutes. 10 minutes. Juste pour parler brièvement de ce nouveau métier aussi qui est, nous on appelle, c'est notre directrice parce que c'est une femme, mais c'est un cadre coordinateur. C'est-à-dire que vous avez vu, effectivement, sur notre groupement de santé, nous avons plusieurs infirmières d'appui, ce qui fait qu'au départ, pour manager toute une équipe, parce qu'on a du secrétariat également, on ne vous l'a pas noté, parce que ce n'est pas un nouveau métier, du secrétariat tout simplement, mais on a aussi du temps secrétariat, du temps de coordination d'appui administratif et de la coordination d'appui. Donc, nous sommes des professionnels libéraux au sein du bureau de l'association, des médecins, des infirmiers, des kinés, des pharmaciens. On n'a pas forcément le temps de manager toute cette équipe. Et c'est un vrai boulot de manager cette équipe parce qu'effectivement, moi je le sais en tout cas, le personnel c'est ce qu'il y a de plus dur. Donc il faut avoir du temps, il faut être disponible, il faut avoir des compétences, il faut savoir manager, enfin voilà. Et donc nous on a fait appel à quelqu'un qui manage aussi toute cette équipe. Donc voilà, les compétences qui sont d'un cadre, de toute façon, que vous retrouvez un peu dans tous les postes qui sont similaires. Donc de l'organisation, de la comptabilité bien sûr, du management évidemment, des réunions d'équipe, connaître les problématiques du territoire aussi pour parler avec le terrain d'elle. Il faut savoir que nous, c'est une ancienne coordinatrice d'appui qui a pris le management des autres coordinations d'appui. Donc ce qui fait qu'elle connaît très bien le métier et elle peut le faire évoluer avec elle. Elle est très proche du métier, donc elle le connaît bien. Gestion avec les ARS et tout ça. La représentativité aussi de notre groupement et des maisons de santé par ailleurs à nos instances. Donc sa gestion, c'est la gestion de l'association. Elle nous aide avec le bureau à la gestion de l'association, financier, nos réunions, nos CA, voilà. Gestion d'activité, les projets, sur quoi on va, où on va avec le groupement et les missions de cette coordination d'appui et les missions administratives et de santé publique aussi, parce que ça fait partie de notre CEPOM, enfin je ne sais pas si vous savez, mais on signe un CEPOM d'objectifs et de moyens avec l'ARS. Et puis la gestion de l'équipe salariale,
C'est elle qui fait les entretiens, par exemple, tout simplement, qui gère les salariés, qui gère le planning, qui gère les vacances, qui pourrait gérer les congés maternité, on ne sait jamais. Enfin voilà, tout ce qui peut arriver dans une structure. Les locaux, hein, toutes les problématiques, du coup, ce n'est pas l'administrative, mais c'est quand même notre directrice aussi qui le fait. Et puis voilà, la formation initiale qui est quand même un petit peu aussi... On vous parlait tout à l'heure de cette étude avec l'ARS de Bourgogne-Franche-Comté maintenant, parce qu'avant c'était que la Bourgogne, mais nous avons fusionné avec la Franche-Comté. Donc la FEMAGIPS, qui est notre fédération régionale, on a travaillé à un référentiel sur la coordination d'appui et sur la coordination administrative et aussi au management de ces équipes. Donc du coup, voilà ce qui en est ressorti et ce qu'on retrouve comme diplôme. Je ne vais pas les énumérer, ça n'a pas d'intérêt. On retrouve un peu de tout, c'est-à-dire que des directeurs, des cadres coordinateurs, on en retrouve partout, et qui viennent un peu de milieux divers, et qui managent ces équipes, et voilà un petit peu le référentiel de ce qu'on peut trouver sur notre territoire. Il y en a qui ont des masters, mais ce n'est pas une obligation. On retrouve des gens avec des masters, tout à fait. Donc en résumé, nous on vous a présenté 3 nouveaux métiers qui n'existaient pas. La coordination, c'est un mot, par exemple, dans les milieux hospitaliers ou dans les administrations, les coordinateurs, ça existe depuis longtemps. Simplement, en ambulatoire, ça n'existait pas. Donc, ce sont des nouveaux métiers. Des nouveaux métiers parce qu'on a des besoins, parce qu'on se rend bien compte que la santé ne peut pas être comme celle d'hier. Il faut prendre en charge les patients d'une façon différente. Et puis, on a des besoins, nous, professionnels de santé. Nos patients ont des besoins. On a des problématiques. Et il faut répondre à ces problématiques et on n'est pas toujours en capacité d'y répondre tout seul. Ces nouveaux métiers nous permettent de répondre à ces problématiques. Pour autant, c'est pas fini. Des nouveaux métiers, il y en aura peut-être encore d'autres et vous allez peut-être en inventer et on va peut-être trouver encore d'autres besoins. Et ces métiers, ils sont en évolution, ils sont en constant mouvement. Et il faut se dire que voilà, c'est un exemple, une façon de faire, mais ce n'est pas définitif et rien n'est figé. Voilà, merci de votre attention.